vraies voix Sud Radio 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. Alors que le démocrate Joe Biden est très bien parti pour remporter cette élection, Donald Trump crie à la fraude. Hier et en plein discours, des chaînes de télévision américaines ont coupé la parole au président sortant, estimant, je cite, qu'il était en train de faire de la désinformation. Par ailleurs, un groupe Facebook créé il y a 48 heures, intitulé Stop the Deal, a été suspendu par le réseau social, un groupe qui rassemblait quand même plus de 320 000 membres. D'où la question, peut-on dire que dans cette campagne, les médias et les réseaux sociaux ont voulu la défaite de Donald Trump et vous êtes pour le moment 91% à dire oui. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre La méchanceté en acte à l'ère numérique, publié chez CNRS Éditions. François Jost, bonsoir. Bonsoir Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vous pose la première question, après vous allez échanger avec les vraies voix. Peut-on dire que dans cette campagne américaine, les médias et les réseaux sociaux, mais on va commencer par les médias, ont été neutres? Je ne sais pas si vous faites allusion, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à ce qui se passe pendant le dépouillement. Il me semble que c'est pas la même chose. Non, je parle avant déjà dans la campagne. Non, on sait qu'effectivement les choses sont assez claires. Il y avait Fox qui défendait quand même presque tout le temps Trump jusqu'à une période assez récente. CNN n'a pas arrêté de mettre en doute effectivement les mensonges de Trump. Et donc CNN était pour lui une sorte de sparring partner, si je peux dire, avec qui il s'opposait. Donc c'était clair qu'il y avait des médias qui étaient absolument contre Trump. Mais c'était assez équilibré, si on peut dire. Je pense que de toute façon, Trump est passé vraiment... C'est un des premiers présidents qui est passé par-dessus les médias, puisque finalement, il parlait lui-même constamment, directement avec les gens et sans avoir besoin des médias. Philippe Bilger. Mais pardon, allez-y François. Je voulais juste rajouter une chose qui est importante qu'on oublie quand on discute de la situation aux États-Unis et de ces élections, c'est qu'il y a là-bas des pubs qui permettent d'assassiner l'autre véritablement. C'est-à-dire que Trump ne s'en est pas privé. Il a fait des publicités à la télévision qui sont évidemment pour nous totalement exotiques et inadmissibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le degré de violence qu'il y a dans cette publicité. Philippe Bilger. Alors, François Jost, j'aurais eu tendance à interpréter cette question en la renvoyant à la France, où j'ai trouvé que les médias ont été épouvantablement partiaux à l'encontre de Trump. Mais pour rester dans les États-Unis, est-ce que, en dehors des médias sur lesquels vous vous êtes expliqué, est-ce que les réseaux sociaux ont été plus favorables à Trump ou le contraire? Écoutez, ça j'aurais du mal à vous le dire. Je ne l'ai pas étudié précisément et ça demande un peu de recul. Je pense que quand vous avez un président qui traite et dit des choses absolument épouvantables qui sont relayées, il est évident que ça a joué un rôle. Mais est-ce que ça a joué un rôle pour lui ou contre lui? C'est beaucoup plus difficile à dire. Vous savez, dans l'influence des médias, c'est toujours un problème. C'est-à-dire que ça conforte ceux qui sont déjà d'accord en général. Les autres continuent. De même, CNN a interrompu Trump ces jours-ci, mais ça ne choque personne, si vous voulez, qui ne regarde pas CNN, quoi. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est distribué. On sait bien que CNN est contre le président, donc ça ne fait que renforcer l'opinion des gens qui sont contre Biden, et ça ne fait pas changer d'un parti à l'autre, à mon avis. Caroline Grima. Je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, mais j'ai un peu le sentiment... Mais c'est pas tellement lié forcément à la campagne, mais finalement à tout le mandat de Donald Trump, qu'il y a moins un phénomène unilatéral de la part des médias qu'une espèce de jeu un peu pervers
été orchestré par le président et préalablement par le candidat à la présidence lors de l'élection précédente, et qui a abouti finalement à ce qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir si les médias sont résolument contre Trump, en tout cas en partie, ou si en réalité tout ça n'est pas entretenu dans le but avant tout de les promotionner eux-mêmes et de fabriquer de l'audience, de fabriquer du buzz. Et j'en veux pour preuve un certain nombre d'articles qui sont sortis ces derniers temps sur le sujet, sur la problématique des médias, qui indiquaient que bon nombre d'entre eux aux États-Unis étaient un petit peu embêtés finalement que Trump ne soit pas réélu, parce que possiblement ça pourrait avoir un impact sur leur audience, un impact sur leur visibilité et sur justement cette espèce de jeu pervers qui a eu lieu pendant 4 ans entre la présidence et les médias américains. François Jost, c'est vrai ce que dit Caroline Grima, Trump c'est quand même un sacré bon client, et puis oui. ce je t'aime moi non plus qui a duré 4 ans, enfin même avant la campagne, il y a les 5 ans et demi, c'est quand même une grosse perte pour les médias. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Le fait qu'on ait 2 candidats visibles comme ça, évidemment, permet en plus de faire un vrai combat. Mais ce qui est assez curieux, c'est que dans l'histoire, on n'a pas parlé des tout petits candidats. Oui. Il y en avait un pour les libertariens et puis un autre pour un écologiste. Les écolos. Et il y avait Kanye West. On a absolument, oui, il y avait comme je sais plus comment il s'appelle. Kanye West, oui. Le mari de Kim Kardashian. Ouais. Il a fait que 60 000 voix. Absolument. Plus de 60 000. Il y avait aussi Kanye West. Donc il y avait d'autres petits candidats qui, chez nous, si on avait totalement gommé à ce point-là les petits candidats, on aurait dit que c'était un scandale. Donc on voit bien que, pour aller dans le sens de ce que vous dites, que ce qui comptait ici, c'est de trouver deux personnes qui s'opposaient. On fait pareil en France. En général, on essaye de ne pas parler des autres candidats, enfin, les médias ne parlent peu des autres candidats, jusqu'au moment où on est tellement lassé d'être un contre un qu'on ajoute un troisième homme. C'est devenu le troisième homme. Mais effectivement, Trump, si vous voulez, aussi, il suscitait l'intervention des médias, bien sûr, pour faire de l'audience, mais aussi parce qu'il a dit des dizaines de milliers de mensonges et que, quand même, il est difficile de l'admettre. Moi, je pense que ce qui est arrivé là, enfin, on va peut-être en reparler, mais ce qui est arrivé dans ces interruptions, c'est effectivement très très problématique parce que ça va contre la liberté d'expression qu'il y a normalement aux États-Unis, et en même temps, Trump a posé quand même un cas tout à fait inédit, c'est-à-dire quelqu'un qui dit un mensonge à chaque fois qu'il parle. Donc, dans la mesure où on a tous l'idée quand même qu'il faut lutter contre les fake news, est-ce que on peut pas donner raison à ces médias qui ont interrompu ou qui ont mis des bandeaux sous l'image en disant attention, c'est pas vrai. Alors, je vous coupe avant de donner la parole à Chloé Nabédian. Sous George Bush père, il a été président de 88 à 92, il y avait l'équivalent du Yves Mourouzi français qui était Dan Rather, qui faisait le CBS Evening News, qui était une star aux États-Unis. Il y avait une affaire assez grave pour le président et le parti républicain. Dan Rather lui pose une question, il répond à côté. Il lui repose la question, il répond à côté. La troisième fois, l'autre répond encore à côté. Il dit vous ne voulez pas répondre à mes questions. Au revoir, monsieur le président. Quelque chose qu'on n'imagine même pas en France. Donc c'est pas la première fois qu'un président en exercice a la parole qui est coupée. Chloé Nabédian. Alors effectivement, les médias, on le voit, ont une incidence inévitable puisqu'ils sont extrêmement regardés et suivis là-bas. Moi, en revanche, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'ils ont eu une influence sur l'élection en elle-même par rapport à Donald Trump, tout simplement parce que, pour moi, ils ont fait vraiment leur devoir de journaliste. Et qu'à un moment, effectivement, il a dit tellement de mensonges et j'étais la première atterrée cette nuit lorsque j'entendais le discours de Donald Trump qui n'arrêtait pas, en fait, de remettre en question le vote légitime des Américains parce qu'il était vraiment question de ça. Pour lui, c'était juste en fait les votes physiques qui ont eu lieu le 3 novembre qui comptaient parce que c'était son électorat à lui qu'il avait finalement incité à venir sur place, et tout l'électorat qui avait été motivé par les démocrates de voter par correspondance, tout ce vote-là finalement ne devait pas exister. Et à un moment, c'est vrai qu'il est essentiel et nécessaire, et même Fox News, qui pourtant était le premier à défendre Trump, s'est mis finalement contre lui cette fois-ci, parce que là on touche vraiment à l'essence même de ce qui est important. Qui est contre les républicains, c'est exceptionnel.
et c'est vraiment exceptionnel. Donc ça montre vraiment qu'il a touché là quelque chose de très problématique. Il a touché vraiment la démocratie américaine. Et finalement, le couper en plein milieu, ça peut choquer. Peut-être qu'effectivement, il aurait fallu attendre et après détricoter tout ce qu'il avait dit. Mais c'est pas la première fois. Hein. Mais comme effectivement, c'est pas la première fois, mais là, ça devenait nécessaire parce qu'à un moment, on a l'impression qu'il était un peu dans une espèce de pétage de plomb où il n'arrivait plus à se contrôler. Il essayait coûte que coûte de sortir la tête de l'eau en disant on nous vole la victoire pour essayer de mettre ça en tête aussi auprès des Américains. François Jost. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que de toute façon, on n'est pas tout à fait sûr, si ce n'est que les médias cadrent les débats, qu'ils polarisent autour d'un certain nombre d'informations. Mais je veux dire, savoir qu'ils ont appelé, qu'ils ont fait voter quelqu'un simplement parce qu'ils ont dit, j'en suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, on est dans un cas totalement inédit, et je suis d'accord avec Chloé Nabédian, c'est-à-dire que quand vous avez des mensonges qui sont proférés constamment, il est normal que les journalistes fassent leur métier et le signalent. On peut regretter très souvent en France qu'effectivement, dans des débats opposant des hommes politiques, il faut y attendre le lendemain ou plusieurs jours après pour voir, si on lit un journal sérieux, que tel ou tel a dit une bêtise ou un mensonge. Donc c'est vrai que on est dans une situation totalement inédite où, en France, ce sont les hommes politiques qui quittent le plateau parfois, comme Dupont-Aignan ou comme quelques-uns. Il y en a eu pas mal qui ont quitté les plateaux, mais c'est pas les journalistes qui arrêtent l'homme politique. Là, on a quelque chose d'inverse. Il ne dit jamais de mensonges ni de bêtises, Philippe Bilger. Non, mais François Jost, j'aimerais introduire un peu de dissidence dans ce consensus. Vous êtes un vrai révolutionnaire, vous êtes le Che Guevara des vrais aujourd'hui. Anti-Trump. D'abord, les mensonges. Vous parlez évidemment de la manière dont il conteste un résultat qui semble aujourd'hui acquis, mais vous ne parlez pas, je suppose, de son mandat lui-même. Parce que, non, si... je pensais de tout ce qu'il a dit pendant son mandat, où il y avait des mensonges tous les jours. Oui. Écoutez, alors là, François Jost, je vous trouve bien sévère à l'encontre de ce président qui, paradoxalement, avec cette élection, voit un petit peu son blason redoré. Mais le deuxième point, vous croyez que des médias américains, face à des politiques qui ont souvent dit des bêtises, même aux États-Unis, se serait permis d'agir comme ça avec eux? Et troisième élément, et pardon, je suis trop long, est-ce que c'est véritablement un jeu pervers entre les médias américains et Donald Trump, ou est-ce qu'au fond les médias américains ne lui ont pas rendu la monnaie d'une pièce parce qu'il les a totalement méprisés? François Jost, après les 3 questions de monsieur l'avocat général Philippe Bilger, on va vous laisser un peu de temps pour préparer vos 3 réponses, parce qu'on doit faire une courte pause. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h42. Et pour le moment, vous êtes 91% à dire oui. Les médias et les réseaux sociaux ont voulu faire perdre Trump. Vous réagissez, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. Et on a avec nous François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre La méchanceté en acte à l'ère numérique, pour ce débat sur oui, est-ce que les médias et les réseaux sociaux ont voulu faire perdre Donald Trump. Je reviens, je vais synthétiser parce qu'il y a eu une courte pause. Surtout, François Jost, c'est surtout la réponse à ma dernière question. Ah bah c'est très bien. Alors on va répéter la dernière question. Allez-y. Non, elle est très simple. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu pervers entre Trump et les médias américains, ou bien au contraire, les médias ne l'ont-ils pas traîné dans la boue parce qu'il les a répudiés? Écoutez, là où je suis absolument d'accord avec vous, c'est que chez Donald Trump, il y avait une haine des médias contre laquelle je suis absolument. Je viens de faire un livre qui s'appelle « Médias sortir de la haine » qu'on peut avoir pour eux. Donc c'est vrai qu'ils lui ont fait payer ça. Mais le vrai problème, à mon avis, c'est que Trump, c'est pas seulement quelqu'un qui a menti, c'est quelqu'un dont on a dit qu'il était dans la post-vérité. Hein. C'est-à-dire que quand il a dit la nuit dernière une phrase, on n'a pas relevé littéralement ce que ça voulait dire. Il a dit « frankly, I won ».
Donc franchement, j'ai gagné. Là, vous êtes dans un raisonnement qui n'est plus rationnel. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, franchement, j'ai gagné. Vous avez gagné ou pas, mais c'est pas vous qui le dites. C'est décidé par des critères objectifs. Et donc, on se trouve devant quelqu'un qui pense que la vérité, comme il avait parlé à un moment, dans son entourage, on avait parlé d'alternative fact, c'est-à-dire il pense qu'on peut contourner les faits et dire autre chose sans aucune légitimité. Donc voilà, je pense que là, les médias sont obligés d'intervenir d'une façon différente que si ça mentait simplement. On part au 0826 300 300 direction Le Gard. Bonsoir Fred. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que les médias et les réseaux sociaux ont joué contre Trump? C'est vrai que les médias n'ont pas été tendres avec lui, et même les réseaux sociaux qui ont supprimé un groupe qu'il soutenait. Évidemment, tout était fait pour que Joe Biden, en fait, tout est fait pour qu'il arrive à la présidentielle, parce que on voit dans les articles de presse, et on peut le voir même en France, certains médias ont amené Macron en fait au pouvoir. Et ça se passe pareil aux États-Unis. Le système est le même partout. Hein. Je veux dire, dans cette société occidentale, nous avons en fait des médias qui ont une puissance. Ils ont une puissance, mais en plus de ça, c'est dangereux de faire ce qu'ils ont fait, de couper 3 fois l'allocution de Trump. C'est que en fait, dans les sociétés démocratiques, on a des droits fondamentaux qui est en fait la liberté d'être informé, les droits d'être informé, et surtout de dire même ce que l'on pense, quoi. Et ça, c'est très dangereux pour l'Amérique et pour toutes les sociétés occidentales, parce que ça va entraîner des frustrations et de la violence. Et c'est ce qu'il faut suivre, quoi. Vraie question. Merci Fred Bugard. Je vais faire réagir François Jost pour une réponse rapide. Quand on voit comment les médias français se sont comportés au moment du traité constitutionnel européen, où ils étaient tous à dire qu'il fallait voter oui, ou en 2017 où ils disaient tous qu'il fallait voter Emmanuel Macron, est-ce qu'on n'a pas le même problème en France de monocolore, des médias monocolores? Non, vous avez raison sur le fait que... très court. Vous savez, très court. Je citerai aussi la crise de 1995 pour la réforme de la sécurité sociale, où les journaux titraient Juppé formidable, etc. Et le lendemain, il y avait des millions de gens, ou des centaines de millions de gens dans la rue. Donc effectivement, je crois surtout que parfois, l'enfermement dans un studio fait qu'on ne voit plus bien la réalité et qu'il se crée des vrais divorces entre les deux. C'est ce qui se passe pour Biden et aussi Trump, où on a cru que Trump ne gagnerait pas parce que finalement on ne va pas voir les bonnes personnes qui votent Trump. Merci beaucoup François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre La méchanceté en acte à l'ère numérique et médias, sortir de la haine. Verdict, vous êtes 91% à dire oui. L'USA, les médias et les réseaux sociaux ont voulu faire perdre Donald Trump. Tout de suite, le clin d'œil des vraies voix est dédié à ces incorrigibles Français qui, à l'annonce du confinement, se sont ruinés sur le papier toilette. Ils ont le droit de s'en ruiner aussi. Dans les magasins, dans le Pas-de-Calais, un pâtissier a voulu leur rendre hommage à sa manière. Oui, un pâtissier qui a voulu rendre hommage aux Français en créant une toute nouvelle pâtisserie en forme de, devinez quoi, rouleau de papier toilette. Bonsoir à vous, Samuel De Jong. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes pâtissier dans la ville des Attaques, c'est dans le Pas-de-Calais. La photo de votre création fait le tour des réseaux sociaux. Et le pire, c'est que ça a l'air vraiment appétissant en plus. Ah oui. C'est quoi la recette d'abord, dites-moi? Alors la recette, c'est composé d'une meringue noisette, un cœur rocher praliné et une mousse lactée caramel. Et ça fait vraiment envie, effectivement, parce que ceux qui aiment la meringue, la noisette, de la praline, moi, il y a tout ce que j'aime, effectivement. Donc c'est papier toilette usagé. Voilà, précisément. J'en déduis, oui. C'est ça. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, comment ils ont réagi, vos clients, monsieur De Jong? En fin de compte, tout a débuté mardi, en fait. Ouais. J'ai commencé, c'était un peu calme en boutique, je me suis amusé à en faire 20 seulement, puis je l'ai posté sur ma page Facebook. Ouais. Et ça a pris une ampleur phénoménale, quoi, je veux dire. Je veux dire, les 20 que j'ai fait en une demi-heure de temps, tout le monde s'est rué dessus. Et ça a bien marché, quoi. En gros, ça a bien marché, ça a fait rire vos clients. L'idée, vous l'avez eue à partir de l'Allemagne, c'est ça? C'est une photo de pâtissier allemand? C'est bien ça, ouais. Racontez-moi. Pareil, sur Facebook, j'ai vu une vidéo d'un Allemand, c'était durant le premier confinement, en fait. Ouais.
Et il avait fait ça, et puis pour redynamiser un peu le commerce, tout ça, c'était quand même un peu calme en boutique, quoi, et au final, il cartonnait grâce à ça, en fait. Eh ben, c'est ce qui vous permet, vous, qui de toute façon nous fournissez des produits de première nécessité, c'est tant mieux que vous restiez ouvert. Eh ben, c'est ce qui vous permet en plus d'attirer davantage les clients qui ont le droit de se déconfiner pour venir chez vous, Caroline. Et la vraie question, elle porte quel nom, cette pâtisserie? Ah oui. Alors, la question, c'est le PQ. Ah, le PQ, Voilà. Donc, on va se ruer sur le PQ chez vous. Exactement. Ce week-end, avec grand plaisir. Et excusez-moi, quel est le prix du PQ dans votre pâtisserie? Parce que c'est quand même important. 3 € la pièce. 3 € pièce. Un peu cher pour du PQ. Et ben, pour se régaler, c'est parfait. Voilà. Mais pour des pralines et pour de la meringue et pour de la noisette, c'est pas cher quand même. Absolument. Donc ça fait plaisir. C'est pour tous les gourmands de France et de Navarre. Merci beaucoup, Samuel Dejong. On va vous laisser parce que vous êtes en plein travail en plus et c'est le rush en ce moment pour vous. Donc on vous remercie. Encore bravo, hein, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio peuvent vous retrouver la pâtisserie Dejong, D-E-J-O-N-G-H-E, Dejong père et fils. C'est aux Attaques, c'est dans le Pas-de-Calais. On vous passe une excellente soirée avec toute l'équipe d'ailleurs des Vraies Voix de Sud Radio. Et vous pouvez aller voir sur Facebook, le PQ est particulièrement appétissant, je dois le reconnaître. Là c'est le gourmand qui parle. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h53, les Vraies Voix. On se retrouve dans quelques instants. Retour des Vraies Voix avec Chloé Nabédian, Caroline Grima et Philippe Bilger. Alors vous êtes prêts pour ce week-end, les Vraies Voix? Week-end confiné. En santé, mais quel week-end? La question c'est oui, prêt à quoi? Je pensais que vous alliez faire une annonce. Vous avez prévu quelque chose? Je ne sais pas, commander du PQ à notre ami pâtissier par Internet. Exemple, moi, je vous avez trouve que prévu de faire le ménage ou le repassage? Effectivement, c'est passionnant. Alors vraiment, ça c'est...